C'était le 18 mars 2013, le jour de l'intronisation du pape François. Les disciples dévoués étaient venus du monde entier célébrer leur foi et l'homme qui les guiderait vers un avenir meilleur. J'aurais dû y assister aux côtés de ma sœur, Emmanuela. Mais j'étais seul dans l'espoir que ce nouveau pape puisse m'apporter des réponses. En me voyant, le chef de la sécurité lui a murmuré un message à l'oreille. Puis le pape m'a dit « Votre sœur est au paradis ». J'ai été à la fois touché et stupéfait. Comment le pape pouvait-il savoir que ma sœur était morte ? Je cherche à percer les mystères entourant la disparition de ma sœur depuis maintenant 35 ans. Mais pour raconter cette histoire, je dois commencer par le début. Emmanuela et moi, ainsi que nos 3 sœurs, sommes nés et avons grandi dans la Cité du Vatican, le plus petit État du monde et foyer de seulement 444 habitants. C'était comme vivre dans un village, avec le pape comme protecteur bienveillant. Entre ces murs, mes sœurs et moi, nous nous sentions en complète sécurité. Mon père a travaillé à la préfecture du Vatican. Il supervisait les audiences privées des papes Paul VI, Jean-Paul Ier, puis Jean-Paul II. Durant tout son mandat, il a été loyal et dévoué. Nous avons eu l'honneur de rencontrer Jean-Paul II à de nombreuses reprises. Il se sentait un devoir de recevoir les familles résidentes. Emmanuela était heureuse. Elle pose ici avec le pape. Malgré nos 8 ans d'écart, nous avons toujours été très proches. J'étais très fier qu'elle poursuive sa passion pour la musique. Mais cette paisible existence au sein du Vatican allait bientôt voler en éclats. Le 13 mai 1981, le pape Jean-Paul II traverse une foule de fidèles en adoration lorsque de terribles coups de feu retentissent. Le pape est touché à 4 reprises et doit lutter pour survivre. Alors que les médecins font tout pour le sauver, nous nous posons des questions toutes plus angoissantes les unes que les autres. Comment une telle chose avait pu se produire ? Qui pouvait vouloir la mort du pape? Les réponses allaient être inextricablement liées à la tragédie qui toucherait ma famille 2 ans plus tard. Le 22 juin 1983 avait été une journée particulièrement chaude. Emmanuela, 15 ans, m'a demandé de l'accompagner à l'école de musique. Je devais conduire ma petite amie à l'université. Elle se plaignait que je fasse toujours passer ma petite sœur avant elle. J'ai donc décidé cette fois-ci que je laisserais Emmanuela aller à son cours de musique toute seule. Emmanuela s'est mise en colère. Nous nous sommes disputés, mais je n'ai pas changé d'avis. Alors elle est partie furieuse et seule. Plus tard, cet après-midi-là, Emmanuela a téléphoné à la maison et a parlé à notre sœur Frédérica. Elle disait que sur le chemin de l'école de musique, un homme l'avait abordé pour lui proposer un bon travail, distribuer du matériel publicitaire pour Avon.
Ce qui m'a intriguée, c'était le montant du salaire. 270 $ par jour. Je trouvais que c'était beaucoup. Surtout... Emanuela a quitté l'école et a emprunté le Corso Rinascimento jusqu'à l'arrêt de bus situé devant le bâtiment du Sénat. L'une des dernières personnes à l'avoir vue était sa camarade de classe, Maria Grazia Cassini. Cet après-midi-là, Emanuela est venue me voir et m'a demandé à quelle heure le cours de chorale se terminait. Elle a dit qu'elle avait un empêchement et elle est partie, tout simplement. Elle ne t'a pas dit quel était cet empêchement? Non, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Elle regardait sa montre et a dit qu'elle devait partir car elle avait un rendez-vous. En fait, je l'ai revue à l'arrêt de bus. Quand le bus est arrivé, je suis montée avec mes camarades et nous sommes partis. Emanuela aurait dû rentrer à la maison à cette heure-là, mais elle est probablement restée pour rencontrer l'homme qui lui avait proposé cet emploi pour Avon. Ma sœur aînée, Natalina, se souvient de cette soirée comme si c'était hier. Je suis rentrée ce soir-là, après 20 heures. Après avoir travaillé toute la journée, j'ai retrouvé ma mère, totalement désespérée. Cette nuit-là, personne n'a fermé l'œil. Pendant que ma famille priait pour le retour d'Emanuela, je parcourais la ville en tous sens. À l'aube, Natalina est allée voir la police pour la déclarer personne disparue. La police voulait une photo. Ils nous ont dit, comme ça nous la ferons circuler dans la brigade. Elle est probablement allée manger une pizza, l'escapade classique. Sans le soutien de la police, nous avons pris les choses en main. Imprimé des centaines d'affiches, et Rome s'est éveillé avec le visage d'Emanuela, placardé dans toutes ses rues. Durant 10 jours encore, la police a continué d'ignorer l'affaire, jusqu'au jour où une personne très importante a pris à cœur le sort de ma sœur. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso. Les propos du pape nous ont surpris. Il faisait référence à des informations que nous, la famille d'Emanuela, n'avions pas. Il avait parlé des personnes responsables de sa disparition. Il sous-entendait qu'Emanuela avait été kidnappée. Ce fut une révélation stupéfiante. Mais pourquoi la police ne nous avait-elle rien dit? Le pape pouvait-il avoir d'autres informations sur l'endroit où trouver Emanuela? Alors que nous cherchions à comprendre la situation, les déclarations du pape se sont propagées dans les médias. Andrea Purgatori est un journaliste qui, depuis ces 35 dernières années, a suivi l'affaire de la disparition de ma sœur. J'espérais qu'il puisse apporter quelques éclaircissements sur cette histoire. À votre avis, la déclaration que le pape a faite le 3 juillet, quel objectif pensez-vous qu'elle pouvait avoir? Ces mots ont été prononcés d'une manière spécifique et délibérée afin d'être compris par quelqu'un en particulier. Le pape ne s'exprime pas par hasard. Quand il s'exprime, c'est pour communiquer un message important. Puisque le pape ne fait pas ce genre de déclaration tous les jours, c'est clair qu'il s'adressait à quelqu'un en particulier. Bien que ce message fût public, il semblait que le pape cachait des informations clés au sujet de la disparition de ma sœur.
Mais pourquoi? Le pape s'adressait peut-être aux ravisseurs d'Emanuela, mais c'est ce qui a poussé un agent de la circulation à se manifester pour donner un indice important sur la disparition de ma sœur. Quella ragazza che passava qua, prese questa informazione della sala Borromini, fosse stata Emanuela Orlandi. Cioè quel pomeriggio? Quel pomeriggio, il pomeriggio del 22 giugno, sì. E questa ragazza che le ha chiesto l'informazione era in compagnia? Era in compagnia di un signore. Come me lo può descrivere? Quest'uomo, diciamo, un uomo di circa 35 anni, alto 1,75 o qualcosa di più, abbastanza snello, lucido, con un viso un po', diciamo, lungo, ma con una stempiatura. Le témoin a coopéré avec la police pour dresser un portrait robot de l'homme qui aurait enlevé Emanuela. Qui était cet homme? « 13 jours après la disparition de ma sœur, mon père a reçu un appel téléphonique. Pronto? Lei ascolti bene, abbiamo pochi momenti. Questo essere della sua figliola. Pronto? Convinta nazionale di stare male ai bambini. Dovrei fare il test di anno scientifico. Pronto? Pronto? Signor Orlandi? Pronto? È il caso di sua soddisfazione? Sì, ma mi faccia una proposta almeno, no? Mi ascolti. Sì? I funzionari del Vaticano Sì? non mancheranno di mettersi in contatto con lei. Sì, ma la bambina sta bene, mi dica almeno, no? Non preoccupi, io non potrei ora avanzare a parlare. Al più presto possibile, altrimenti mi fate morire mia moglie, io stesso. Buongiorno a lei. Grazie. L'appel du ravisseur nous a redonné espoir. Un espoir amplifié quand nous avons appris qu'ils avaient aussi contacté le bureau de presse du Saint-Siège. Police in Rome had been treating it as a tragic but more or less routine kidnapping of a young girl. But then today, Richard Roth reports a phone call changed all that. An editor at the Italian news agency ANSA who took the call said the voice was that of a nervous young man with a startling claim. We have Emanuela Orlandi. We will free her only when Mehmet Ali Agca, the papal attacker, is freed. Agca is serving a life sentence for shooting the Pope 2 years ago. Investigators here are now trying to find out whether the Vatican's first kidnapping in modern times may also provide clues to the attempted assassination here 2 years ago of Pope John Paul. Les ravisseurs n'avaient accordé que 14 jours pour organiser la libération d'Ali Agca. Ils ont également précisé que des preuves de la détention d'Emanuela étaient dissimulées dans une poubelle d'une place située près du Parlement. Quand la police a réussi à localiser la poubelle, ils ont trouvé des copies de la carte de l'école de musique de ma sœur, un reçu et une note écrite de sa main. Mais comment la tentative d'assassinat du pape pouvait-elle être liée à la disparition d'Emanuela? Trois jours avant la date butoir du 20 juillet, le pape Jean-Paul II a adressé un nouveau plaidoyer aux ravisseurs depuis sa fenêtre, devant des milliers de personnes et aux yeux du monde. Jamais auparavant, un pape ne s'était autant exprimé sur un fait divers. Per parte mia, posso assicurare che si sta cercando di fare quanto è umanamente possibile per contribuire alla felice soluzione della dolorosa vicenda. In Rome today, after Pope John Paul pleaded for the life of 15-year-old Emanuela Orlandi, her alleged kidnappers released a tape recording of a woman crying out in pain.
Par moments, j'étais sûr de reconnaître la voix d'Emanuela. Comme aucune voix masculine n'était audible, je savais que l'enregistrement avait été monté. Plus tard, j'ai obtenu un dossier confidentiel des services secrets contenant la transcription originale. On y retrouvait les voix masculines manquantes. Service des renseignements intérieurs. L'écoute de l'enregistrement porte à croire que le sujet passif, une femme, a fait l'objet d'abus, possiblement de nature sexuelle, par au moins 3 hommes d'affilée. A, voix d'une jeune fille, et B, voix masculine en fond. Pourquoi une preuve d'une telle importance aurait-elle été modifiée par les services secrets? Mais plus important encore, qui étaient ces hommes? Le jour de la publication des enregistrements, les ravisseurs ont exigé la mise en place d'une ligne directe pour négocier la libération de ma sœur. Mais ils ne voulaient pas parler à la police. Ils ne voulaient négocier qu'avec le Vatican. Intanto la sala stampa della Santa Sede ha diramato, e l'ho fatto poco fa, il seguente comunicato. In merito alla richiesta da parte dei rapitori di Emanuela Orlandi di una linea telefonica diretta, si notifica. La linea telefonica è stata installata. Il relativo numero è 6985 al quale va aggiunto il codice indicato. Le cardinal Agostino Casaroli était le secrétaire d'État du Vatican et était connu pour ses talents de diplomate en affaires internationales. Sua Eminenza, c'è il numero di codice. Mais l'enregistrement s'est arrêté quand le cardinal Casaroli a pris l'appel. À ce jour, le Vatican refuse de révéler ce qui s'est dit entre le secrétaire d'État et les hommes qui ont enlevé ma sœur. Quelle impression vous a laissé la personne qui a téléphoné, celle qui a demandé une ligne directe avec le secrétaire d'État et l'a utilisée? Non seulement il l'a utilisé, mais comme il s'agissait du premier contact direct avec Casaroli, d'après ce que l'on m'a dit, le gouvernement italien, la police et les services secrets ont été invités à rester en retrait. Ce qu'ils ont fait. Il ne restait que 3 jours pour libérer Ali Agca et sauver ma sœur. Pourquoi la police se retirait-elle ainsi des négociations? Pourquoi laissait-elle le Vatican faire le travail à sa place? Si fa sempre più drammatica e resta più che mai misteriosa la vicenda di Emanuela Orlandi. Questa sera scade l'ultimatum. Se non sarà liberato Ali Agca, la ragazza sarà uccisa. Le 20 juillet, la date limite est arrivée. Ali Agca est resté en prison et les ravisseurs sont restés silencieux. Nous ne savions pas si Emanuela était morte ou vivante. Tout au long de ce calvaire, mon père est resté dévoué à son travail pour Jean-Paul II. Ils se parlaient tous les jours, mais n'évoquaient jamais la disparition de ma sœur.
Il aurait été jugé irrespectueux qu'un employé questionne le pape. En dépit de l'agonie de ma famille, le pape n'a jamais fourni de nouvelles informations. En désespoir de cause, mon père a décidé d'intervenir en lançant un appel aux ravisseurs. Messaggio di Ercolo Orlandi per i rapitori della figlia Emanuela. Io, il padre di Emanuela ed interprete del pensiero, delle sensazioni, del turbamento profondo e incommensurabile, dolore di mia moglie, ho deciso di rispondervi personalmente e direttamente. Noi, padre e madre di Emanuela, abbiamo il diritto di chiedere a voi una precisa risposta. Se Emanuela è ancora viva, provatelo. Se la cara e adorata Emanuela è morta, indicateci il luogo dove trovare la nostra Emanuela, perché in ginocchio noi si possa pregare per lei, vicino a lei. À Noël, 6 mois étaient passés depuis la disparition d'Emanuela. Sans aucune nouvelle preuve ou contact de la part des ravisseurs, nous nous retrouvions seuls face à nos pires craintes. Mais une visite surprise nous a tirés de notre désespoir. Le pape Jean-Paul II a répandu une lumière nouvelle sur le sombre et mystérieux sort d'Emanuela. Il nous a dit qu'il existait 2 types de terrorisme, national et international. Notre perte, a-t-il dit, a été causée par le terrorisme international. Il a dit aussi qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour ramener Emanuela. Ma mère et mon père débordaient de gratitude envers le pape qui n'abandonnait pas l'idée de retrouver ma sœur vivante. Ces mots nous ont redonné confiance dans les autorités compétentes du Vatican. Durant sa visite, Jean-Paul II m'a subitement offert un emploi à la Banque du Vatican. J'avais 23 ans et aucune expérience pertinente dans le domaine. J'étais heureux. Plus tard, je me suis demandé, le pape n'essayait-il pas simplement de nous réconforter? Pourquoi impliquait-il le terrorisme international? Que savait-il d'autre? Et pourquoi ne nous disait-il rien? Plus de 20 ans allaient s'écouler sans aucune nouvelle piste sur la disparition d'Emanuela. La promesse du pape n'était plus qu'un vieux souvenir. Mon père avait dédié sa vie au Vatican et aux 3 papes qu'il a servis. Mais à sa mort en 2004, il avait perdu toute confiance en l'Église catholique. À son dernier souffle, il a déploré « J'ai été trahi par ceux que j'ai servis avec loyauté ». Peu après, en avril 2005, le pape Jean-Paul II tombe malade, plonge dans le coma, puis décède. J'ai toujours cru que le pape allait un jour nous dire la vérité sur la disparition de ma sœur, mais cet espoir mourait avec lui. Ses dernières volontés disaient « Je ne laisse derrière moi aucune propriété dont j'ai besoin de disposer. Je demande à ce que mes effets personnels soient distribués équitablement. Mes notes personnelles devront être brûlées. » Par ces dernières paroles, nous étions convaincus qu'il avait emporté le secret de la disparition de ma sœur dans sa tombe. Un an plus tard, j'ai appris que le pape Jean-Paul II avait désigné l'archevêque Stanislav Dziwisz, un conseiller influent de longue date, pour appliquer ses dernières volontés.
Et Stanislav n'avait pas honoré certaines volontés du pape. Il a dit « Je ne les ai pas brûlées, elles étaient trop importantes ». J'ai appelé la Fondation Jean-Paul II pendant plus de 10 ans, en espérant avoir accès aux notes personnelles que l'archevêque Stanislav avait conservées. Toutes mes demandes ont été rejetées. Peut-être qu'aujourd'hui, la réponse sera différente. Oui, allô? Allô? Je m'appelle Pietro Orlandi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis le frère de cette jeune fille disparue, Emanuela Orlandi, en 1983. Ah oui, oui. Bien, je voulais juste faire un point sur mes recherches. J'ai entendu dire que vous possédiez des documents appartenant à Jean-Paul II. Je voulais savoir s'il était possible d'y avoir accès. Vous pouvez venir sur place dès maintenant. Je peux vous demander? Quel est votre nom? Père Andrea. Très bien, merci beaucoup. À très bientôt. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Après 34 années de questionnement, j'étais prêt à recevoir des réponses de la part de Jean-Paul II. Je vous en prie, suivez-moi. C'était en juin, n'est-ce pas? Oui. Par ici. Pour chaque jour, nous avons archivé les notes de Jean-Paul II. J'ai cherché pendant des heures, mais je n'ai trouvé aucune trace des notes personnelles du pape. Rien. Avait-elle été déplacée? Peut-être n'ont-elles jamais été là. Je l'ai lu dans le testament de Jean-Paul II. Il a précisé que tous ces documents devaient être brûlés. Personnel, oui, personnel. Par contre, Stanislav a jugé qu'il était pertinent de les garder. Oui, ceux qu'il a rapportés chez lui, à Cracovie. Mais une partie des documents est restée ici. Non. Il a apporté tous les documents personnels à Cracovie? Il a apporté tous les documents dont il avait la charge en tant que secrétaire à Cracovie. Avez-vous déjà pu consulter ces documents? Non, jamais. Mais pensez-vous que dans ces documents personnels, il y avait des informations à propos de l'enlèvement d'Emanuela ou pas? Je ne sais pas, je n'y ai jamais eu accès. Il me semble qu'il s'agissait des lettres personnelles du pape. Après la mort de Jean-Paul II, Stanislav a été nommé archevêque de Cracovie en Pologne et a reçu le titre de cardinal Dziwisz. J'étais déterminé à le contacter. Allô? Bonjour, je suis Pietro Orlandi et je voudrais parler au cardinal Dziwisz, s'il vous plaît. Oui, pouvez-vous rappeler plus tard, s'il vous plaît? À quelle heure? Dans 1 ou 2 heures, d'accord? Merci. Merci beaucoup. Poczta głosowa. Zostaw wiadomość po sygnale. Cardinal Stanislav Dziwisz, je suis Pietro Orlandi. Vous vous souvenez peut-être de moi, je suis le frère d'Emanuela Orlandi, enlevée au Vatican en 1983. Le pape François a appelé le monde entier à construire des ponts et à battre des murs. Je demande la même chose pour ma sœur. J'espère que vous accepterez ma demande d'un rendez-vous privé. Pietro Orlandi. Le cardinal Stanislav Dziwisz n'a jamais répondu à mon message, ni même rappelé. Compte tenu du silence du Vatican, mon seul espoir était que quelqu'un d'extérieur à l'Église vienne divulguer de nouvelles informations sur ma sœur. Le 12 septembre 2005, soit 22 ans après avoir vu Emanuela pour la dernière fois, mes prières ont été exaucées. Une chaîne d'information locale a reçu un témoignage qui allait donner une toute nouvelle dimension au dossier sur la disparition de ma sœur.
riguardo al fatto di Emanuele Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Sant'Apollinare e del favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca. Nella Basilica di Sant'Apollinare, dove questo signore anonimo ci ha detto andate a vedere, si diceva che fosse stato sepolto appunto Enrico De Pedis, un bandito della banda della Magliana. La Magliana è un quartiere qui di Roma. Les journaux ont commencé à parler à nouveau de la disparition d'Emanuela. Grâce à cette information, mes espoirs de connaître la vérité se sont ravivés. Le journal pour lequel je travaillais à l'époque, Il Messaggero, fut le premier à découvrir que l'église de Saint-Apollinaire abritait la tombe de Renatino, alias Enrico De Pedis. C'était le dernier chef de l'organisation criminelle Banda della Magliana, avant que l'organisation ne soit dispersée par divers assassinats. Comment se fait-il qu'un criminel, un homme assassiné dans la rue en 1990, ait pu avoir un enterrement aussi incroyable, aussi prestigieux? Parce que la crypte de l'église de Saint-Apollinaire n'est pas qu'une simple crypte. Saint-Apollinaire est un endroit où, depuis des siècles, seuls des princes ou de grands artistes sont enterrés. Et puis il y a De Pedis. Enrico De Pedis était le premier homme admis dans le cimetière de Saint-Apollinaire depuis plus d'un siècle. Comment un tel homme, un criminel connu, a-t-il pu être digne d'être enterré aux côtés des figures les plus révérées et respectées de Rome? J'ai exigé que les autorités exhument le corps d'Enrico De Pedis pour rechercher les indices qui pourraient nous mener à la vérité concernant ma sœur. Mais mes demandes ont été ignorées. Je me suis alors tourné vers les médias qui avaient suivi le cas d'Emanuela à nos côtés, dans l'espoir que la pression du public force un changement de position. J'ai parlé aux personnes qui auraient pu être impliquées dans l'enquête, à la mafia, au clergé, au gouvernement. Je suis devenu une véritable éponge. De nombreuses personnes ont exprimé leur solidarité et ont fait preuve d'un grand soutien dans ma quête de la vérité. Mais la police, les services secrets et le Vatican ont maintenu le silence, comme toujours depuis plus de 20 ans. Personne ne m'a donné d'explication officielle quant au refus d'exhumer le corps de De Pedis ou la raison pour laquelle il avait été enterré à Saint-Apollinaire. L'autorisation devait provenir du vicariat de Rome, mais aussi du ministre de l'Intérieur, puisqu'il s'agissait d'un type d'enterrement spécifique pour lequel le parcours de la personne avait été exigé, avec toutes les bonnes actions qu'elle avait faites pour mériter un tel enterrement. Nous devons voir ce que De Pedis a fait de bien et envers qui. De Pedis, de tous les membres fondateurs de la Banda della Magliana, avait un état d'esprit différent. Il était intelligent et s'exprimait bien, y compris avec les politiques, les ministres par exemple. Une habileté que les autres n'avaient peut-être pas. Malgré 3 ans d'efforts, je n'ai pas été capable de convaincre les autorités d'exhumer le corps de De Pedis. Mais au 25e anniversaire de la disparition d'Emanuela, un journaliste a téléphoné avec une histoire extraordinaire impliquant De Pedis et une beauté renommée de l'époque, Sabrina Minardi. À la fin des années 70, Sabrina Minardi était une personnalité à Rome mariée à une star du football, Bruno Giordano. En 1982, elle avait fait scandale en quittant Giordano pour De Pedis. 26 ans plus tard, Sabrina Minardi était allée voir la police et avait enregistré une déposition officielle concernant les événements du 22 juin 1983, soit le jour de la disparition d'Emanuela. Le rapport énonçait les faits suivants.
Ministère de l'Intérieur, quartier général de la police, équipe mobile, bureau du procureur général de la Cour de Rome. Surprise par la demande de DP10, Sabrina Minardi a emmené la fille à l'endroit indiqué où quelqu'un l'attendait, en soutane, dans une Mercedes noire aux vitres teintées et immatriculée au Vatican. Emanuela, qui parfois pleurait un peu, riait un peu, semblait droguée et réclamait son frère. Ensuite, ils l'ont sortie du véhicule, à moitié consciente. Lorsqu'on lui pose la question, Sabrina Minardi prétend que l'enlèvement d'Emanuela Orlandi serait lié aux relations qu'entretiennent certains membres de l'Église avec la Banda delle Maliana, plus particulièrement entre DP10 et Monseigneur Marcinkus, président de la Banque du Vatican. Marcinkus. L'archevêque Paul Casimir Marcinkus, chef de la Banque du Vatican. Je connaissais cet homme. C'était mon patron durant des années. Depuis cette veille de Noël 1983, où le pape m'avait offert ce poste à la Banque du Vatican. Je connaissais bien Marcinkus. S'il a joué un rôle dans l'enlèvement d'Emanuela, il a très bien caché son jeu avec nous, car il était le seul au Vatican à être proche de ma mère et de mon père. Lorsque mes parents allaient prier dans le jardin, les autres cardinaux, dès qu'ils les voyaient de loin, les évitaient et s'éloignaient. Après l'enlèvement? Oui, il était le seul à les approcher, à discuter avec eux. Donc effectivement, soit il était très bon acteur, soit il ne savait absolument rien de l'enlèvement d'Emanuela. Je penche pour la première hypothèse. En me remémorant cette soirée durant laquelle le pape Jean-Paul II m'avait offert cet emploi, je me posais de nouvelles questions. Pourquoi de tous les lieux du Vatican me voulait-il à la banque? Marcinkus voulait-il garder un œil sur moi pendant que je me débattais pour découvrir la vérité sur ma sœur? Quand je travaillais à la Banque du Vatican, je n'avais aucune idée de l'implication de la Banda della Maliana dans l'enlèvement de ma sœur, ou des liens entre DP10, Marcinkus et le Vatican. Après 26 ans de service, j'ai quitté la Banque du Vatican en 2009. La raison officielle invoquée était un départ en retraite anticipée. Mais en réalité, j'ai été poussé vers la sortie. Peut-être étais-je arrivé trop près de la vérité. J'ai continué à faire pression sur les représentants du Vatican pour exhumer le corps des DP10, quand finalement, en 2012, ils ont donné leur accord. 3 strati, 3 teche di rame e di zinco, un sarcofago per il corpo di Renatino De Pedis, morto crivellato di colpi in un regolamento di conti e sepolto nella basilica al centro di Roma. Abito blu scuro, cravatta dello stesso colore, camicia ingiallita dal tempo e un corpo conservato in perfette condizioni, quello che gli investigatori della scientifica si sono trovati di fronte quando nel cortile della Basilica di Sant'Apollinare aprono la tomba del boss della Magliana. 29 années de silence et de secret. J'ai toujours pensé que la vérité demeurait malheureusement encore trop gênante pour quelqu'un.
En voyant le visage de DP10 placardé sur toutes les chaînes de télévision et dans tous les journaux, je faisais soudain le lien avec la première pièce à conviction du dossier de disparition de ma sœur. Le portrait robot dessiné à partir de la description faite par l'agent de circulation en 1983 n'était autre qu'Enrico DP10. Je savais enfin qui avait enlevé ma sœur. Bien qu'aucun indice en lien avec ma sœur n'ait été trouvé dans la tombe de DP10, il devenait clair que le Vatican avait pu avoir une relation d'affaires avec la mafia italienne. Peu après l'exhumation, des rumeurs ont commencé à circuler à propos de grosses sommes d'argent provenant du milieu criminel et blanchies par la Banque du Vatican. De l'argent qui avait, semble-t-il, disparu. C'était d'une évidence effroyable. L'enlèvement d'Emanuela aurait un lien avec cet argent et rien à voir avec Ali Agca, l'homme qui a tenté d'assassiner le pape. Cette histoire aurait été fabriquée de toutes pièces par le Vatican et la mafia pour détourner l'attention du public des véritables coupables. Et Ali Agca était juste un pion dans ce jeu mensonger. Par une étrange fatalité, ta sœur est entrée dans un mécanisme que Giovanni Falcone appelait le grand jeu. Le grand jeu de l'histoire. Une énorme somme d'argent disparaît, provenant à l'évidence du milieu criminel et de ceux qui, pour ainsi dire, tuaient pour de l'argent. Voilà le contexte de cet enlèvement. Un contexte qui, vraisemblablement, ne pouvait pas être révélé. C'était impossible, car l'image de l'Église aurait été entachée. Si ma sœur a été enlevée parce que la Banda della Magliana réclamait à la Banque du Vatican le retour de leur argent, cela pose la question suivante. Pourquoi, avant toute chose, le Vatican voulait tout cet argent? Qu'est-ce que le Vatican voulait qu'il ne puisse obtenir qu'avec de l'argent sale? J'ai trouvé les réponses à ces questions lorsque je suis tombé sur un document écrit de la main du banquier Roberto Calvi, adressé au pape Jean-Paul II. Dans sa lettre de juin 1982, Calvi avait menacé de dénoncer le Vatican pour son utilisation d'argent mafieux dans le but de financer un syndicat libéral polonais en pleine ascension, Solidarność, le seul de son genre dans le bloc communiste de l'Europe de l'Est. Un an avant la disparition de ma sœur, Calvi écrit « Votre Sainteté, j'ai porté sur mes épaules le lourd fardeau des erreurs et des responsabilités de mes prédécesseurs à la Banque du Vatican. Beaucoup veulent savoir si j'ai envoyé des fonds à Solidarność, ou même des armes, et financé d'autres organisations dans le bloc soviétique. Votre Sainteté, je m'adresse à vous car seule votre haute intervention est encore possible pour éloigner le terrible spectre de cette tache sombre. Avec toute ma gratitude et dans le baiser de l'anneau sacré, je vous confirme mon allégeance. Roberto Calvi. 12 jours plus tard, Calvi est retrouvé mort dans la Tamise, à Londres. Il banchiere è stato assassinato fra le 19 e le 22 di giovedì 17 corrente ed è stato appeso dagli assassini mediante la stessa fune con la quale è stato strangolato ad una impalcatura metallica sotto il lato nord del ponte di Blackfriars sul Tamigi mentre vi era l'alta marea. Le pape Jean-Paul II aurait utilisé l'argent de la mafia pour combattre le communisme.
Il avait peut-être de bonnes raisons, mais c'était illégal et très dangereux. Il aurait choisi de se protéger. En fin de compte, ma sœur aurait été sacrifiée sur l'autel de la guerre froide pour accélérer la chute de l'Union soviétique. En 2016, d'autres secrets se sont échappés des murs du Saint-Siège. J'ai appris que l'État du Vatican et le gouvernement italien auraient eu des négociations secrètes au sujet de ma sœur. Le journaliste Gianluigi Nuzzi a eu accès à ces discussions. D'un côté, nous avons l'État italien, de l'autre, 2 représentants du Vatican. L'État du Vatican et l'État italien se rencontrent. Pourquoi? Parce qu'il y a négociation. Une négociation implique qu'une des parties offre quelque chose à l'autre. Il y a un échange. D'un côté, le Vatican aurait livré le dossier sur ta sœur contenant certains indices. Tandis que de l'autre côté, ils ont demandé au procureur de déplacer le corps de DP10 enterré à Saint-Apollinaire. Pourquoi? Parce que ça crée un malaise. La raison pour laquelle le Vatican avait finalement autorisé l'exhumation du corps de DP10 en 2012 est désormais claire. Le gouvernement italien avait accepté de déplacer le corps de DP10 hors du Vatican, et le Vatican, en échange, partageait des informations sur la disparition d'Emanuela. Mais où sont ces informations? Qu'est-il arrivé à ma sœur? À la lumière de ces nouvelles révélations, j'ai déposé une plainte officielle par l'intermédiaire de l'une des meilleures avocates de Rome, Laura Sgro, à l'attention du chef du corps de sécurité de l'État du Vatican. Les sources consultées rapportent l'existence d'une négociation qui s'est déroulée sur le territoire de l'État du Vatican entre la fin de l'année 2011 et les premiers mois de l'année 2012. Il devient impératif que l'État du Vatican ouvre une enquête sur la disparition d'Emanuela Orlandi et fasse enfin la lumière sur l'implication du Saint-Siège dans cette tragique affaire. Dans le respect du droit, 21 novembre 2017. Ce dernier élément, le fait qu'il y ait eu une négociation, est d'après moi le plus significatif de ces 34 dernières années. Bien sûr. Et plus important encore, c'est que personne n'a nié l'existence de ces négociations. Et leur silence ne donne que davantage de crédibilité à ces faits. Maintenant, il est nécessaire que le Vatican s'explique sur ces négociations et sur toutes les irrégularités qui refont surface dans ces dernières années. Emanuela était citoyenne du Vatican. Notre existence insouciante et paisible, au sein du plus petit État du monde, est désormais un lointain souvenir. Pour Emanuela, le privilège d'être née citoyenne du Vatican est devenu une condamnation tragique. Et pour nous, un héritage entaché qui nous a privés de la vérité. Une vérité qui devient de plus en plus incompréhensible au fil des années. Le 27 avril 2014, le pape Jean-Paul II a été canonisé. Aux yeux du Vatican, c'est un saint. Je pense que le pape François, tout comme ses prédécesseurs, sait ce qui est arrivé à Emanuela. 35 ans ont passé depuis que ma sœur nous a été arrachée. Désormais, j'ai perdu mon statut de citoyen du Vatican parce que je me suis marié à une personne extérieure à l'État. J'ai été contraint de prendre ma retraite anticipée de la Banque du Vatican. J'ai posé trop de questions auxquelles le Vatican ne souhaite pas répondre. Je ne suis désormais plus le bienvenu au sein de ce qui fut autrefois le théâtre de mon enfance heureuse. Mais la douleur que je ressens pour ma sœur est plus forte que la résistance du Vatican. Tous ces secrets qui ont tant fait souffrir ma famille, dans cet état où mon père a voué sa vie au pape,
doivent être dévoilés. Maintenant qu'une plainte officielle a été déposée impliquant les autorités de l'État dans la disparition d'Emanuela, ils doivent prendre leurs responsabilités et nous dire ce qu'ils savent. Cette fois-ci, il n'y aura aucune négociation secrète. Je trouverai la vérité. Je rendrai justice à ma sœur. La RTBF et BNP Paribas Fortis présentent Partagez le cinéma. En vrai, en grand, lors du 35e Festival international du film francophone de Namur. Du 2 au 9 octobre.